Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Je dois t'avouer quelque chose, je ne serais pas allée vers Sheena si son attaché de presse ne m'avait pas contactée. Et je crois bien que je serais passée à côté de quelque chose de puissant. L'histoire de Sheena, c'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit au Gabon, entourée de sa mère, sa grand-mère et ses sœurs. Dans le tourbillon de l'adolescence, elle tombe amoureuse d'un garçon, a des relations sexuelles sans penser forcément aux conséquences ou sans vraiment les connaître, et tombe enceinte alors qu'elle est au lycée, âgée de 17 ans. Cette grossesse, elle décide de la mener à terme malgré la désapprobation de sa mère. Sheena sait ce qu'elle veut. Elle l'a toujours su, et sa volonté à toute épreuve sera son guide pendant toute sa vie. C'est difficile d'introduire cet épisode tant la vie de Sheena est riche et incroyable. Son histoire est loin des parcours que j'ai pu entendre jusqu'à présent et pour cause, elle prend racine ailleurs, en Afrique, où la relation à la famille est bien différente de ce que nous connaissons en Europe et où la société est plutôt matriarcale que patriarcale. Et c'est ce qui donne de la richesse à notre échange. Bien sûr, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Nous avons des divergences de point de vue sur l'éducation de nos enfants notamment. Il n'empêche que c'est toujours passionnant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de comprendre qu'il n'existe pas un seul modèle et qu'ils sont tous valables. De sa jeunesse au Gabon à sa vie parisienne, je te propose d'écouter l'histoire de Sheena Donia, mère de 4 enfants et femme puissante. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Bonjour Sheena. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café. Merci. Je suis ravie de te recevoir et de te rencontrer pour le coup. Carrément. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ? Alors, je suis consultante en images et business et accompagne des étudiants, des salariés, des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent soigner leur image pour booster leur carrière et parfois vie personnelle. Parce que quand le travail va bien, la vie privée aussi peut avoir un petit coup de pouce. Quand je ne fais pas ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je partage l'envers de ma vie de digital entrepreneur. Je collabore avec des marques pour de la création de contenu et tout récemment, j'ai publié une bande dessinée intitulée « C'est maman qui commande » qui raconte donc mes péripéties de maman afro-parisienne qui mène à la baguette son petit monde avec amour et beaucoup d'humour. C'est justement pour ce dernier point qu'on a l'occasion de se rencontrer aujourd'hui. Je vais te poser avant de commencer, enfin non, on a déjà commencé, mais je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère ? Ah oui, oh là là, mon Dieu, depuis que j'étais enfant. Pour une raison très étrange, parce que je suis née, j'ai grandi en Afrique, au Gabon. Et il y a toujours un enfant, mais qu'un autre enfant doit surveiller, à qui un autre enfant doit faire le biberon. Et peu importe le bébé le plus pleurnichard de la famille, cousin, neveu, j'étais la personne qui, dès que je tendais les bras, le bébé se calmait. Et les gens disaient « Ah, bah, tiens, les enfants vont l'aimer, elle va être une bonne mère. » Et du coup, c'est rentré dans ma tête et je me le suis imprimé comme si on disait « Elle sera championne olympique. » Voilà, fait que je prouve que je serai une maman, que ces bébés adorent et qui adorent les bébés. Mais je suis la personne jusqu'à aujourd'hui, passé la quarantaine, dès qu'il y a un bébé quelque part, j'ai envie de le voler, de partir avec. Et d'ailleurs, mes enfants disent la même chose « Maman, on peut le prendre ?» Je dis non, ça marche pas comme ça. Il n'est pas à nous. On l'emprunte juste, on vient rendre. Je dis non plus. J'ai toujours aimé les enfants à cause de ça, certainement, étant également l'aînée d'une, comment on dit, fratrie pour des filles. Il n'y a pas tellement de mots, c'est vrai. Apparemment, oui. Bah, une fratrie, non, fratrie de 3 filles. De filles ouais. J'ai toujours été très maman, très maternelle et très maternante. Et c'est tout naturellement, en fait, que j'ai eu mes enfants, les uns après les autres. Enfin, 5 ans d'écart entre les 3 garçons. Et puis, ma fille est arrivée par accident. Ouais. Un très joli accident, parce qu'enfin, j'avais une fille. Ah ouais, et enfin, je pouvais me ficher complètement de mes garçons. Parce qu'enfin, j'avais une fille. Donc, je me suis retrouvée avec 4 enfants. Et qui sait, peut-être un 5e ou un 6e. Je me suis toujours dit que j'en voudrais un pour chaque jour de la semaine. Allez savoir. Bah ouais. Et alors, comment s'est concrétisé ce désir, cette envie de maternité ? À quel moment est arrivé ton premier enfant ? Ah bah, très tôt, en fait, sur les bancs de l'école. J'étais au lycée.
en première. Et les amours de jeunesse et puis les imbécilités aussi de la jeunesse. Ne pas être très assidu en cours de SVT. Rigoler quand on parle de la reproduction sexuée et asexuée. Et que les professeurs nous montrent dans les livres ou des schémas le flanc d'un pénis. Ça rigole. On n'écoutait rien sur le cycle et tout le reste. Et ensuite, on rentre dans la vie sexuelle en ne disant rien à nos parents. On ne sait rien de notre cycle. On ne sait absolument rien de rien. Et surtout, on s'adonne à ça avec des adolescents comme nous-mêmes, qui ne sont pas capables de beaucoup de retenue, on va dire ça comme ça. Ouais. Et on se retrouve enceinte sans trop savoir. Donc, j'ai découvert presque, j'ai pas envie de dire trop tard, mais et d'ailleurs c'est ma mère qui l'a flairé. Ah ouais. Voilà. C'est fou, mais comment ça ? En fait, j'avais l'impression d'avoir un paludisme qui a les mêmes symptômes qu'un Covid sévère. Les courbatures, de la fièvre, on est fatigué et on a envie de vomir parce qu'on ne supporte pas les odeurs de ci et ça. Mais ma mère, elle a le flair des mamans. Elle disait, toi là, tu es sûre que tu n'es pas enceinte ? Et moi, je dis, mais non, j'ai le palu. Et elle m'a emmenée dans une clinique gynécologique. Et je me souviens, l'écriteau devant la clinique, je me suis dit, tiens, pourquoi gynécologique ? Et en même temps, je me suis dit, mince, moi qui lisais OK Podium, Star Club, Salut, enfin, j'allais chez le gynéco. Parce que c'est des choses auxquelles on n'avait pas droit. Mais si tu vas chez le gynéco, ça veut dire que tu couches. Si tu couches, tu vas leur expliquer à tes parents, mais qui t'a dit que tu as le droit ? Et j'attendais le lundi pour dire à mes copines, ouais, j'étais chez le gynéco, et pour pouvoir leur raconter. Ce que je ne savais pas, c'est que le gynécologue qui soupçonne, parce qu'il y a une maman, et en même temps, il n'est pas très sûr. Il se dit, la routine, peut-être qu'on va lui prescrire la pilule, quelque chose du genre. Il propose de me faire un examen gynécologique. Et là, je me dis, bon, là, mince, ça, j'y ai pas pensé. Ouais. Il va falloir que je fasse semblant d'avoir mal, d'être vierge de quelque chose. Mais en fait, je pensais à 1001 choses, mais certainement pas à l'idée d'être enceinte. Mon objectif était de faire croire à ma mère que, non, jamais, je n'ai vu pénis de ma vie. Fût-ce celui d'un ado comme moi, mais bon. Et puis, le médecin, et ma mère me regardait genre, fait semblant de, voilà. Et ensuite arrive le moment de l'échographie. Et là, il y a un boom dans la pièce. Le bruit de l'écho. Et moi, je bondis. C'est la première fois que je vois ça et que j'entends ça. Je regarde. Et le médecin, réflexe de médecin, en fait, le bébé, il avait 2 mois et demi déjà, donc il avait levé le bras droit. Et le médecin a dit, dis coucou maman. Et moi, je réponds, coucou mon bébé. Et là, je retourne ma tête comme le Terminator. Je vois ma mère, je dis, oh mince. Comment je vais me sortir d'ici vivante ? Le médecin m'a nettoyée, donc il a mesuré tout. Ma mère ne respirait pas, elle parlait plus, c'était un cyborg. Puis quand on s'est rassise dans le bureau de médecin, elle a simplement demandé, ok, combien coûte un curetage ? Et là, le médecin se rend compte, ma mère n'est pas au courant. Et il lui pose la question, ma mère lui fait, j'ai l'air au courant, mais ça a fini dans tous les sens dans la clinique, sous les cris, ma mère qui me tirait limite par les cheveux, moi qui essayais d'expliquer, non, en fait, non, je suis pas enceinte, enfin, je savais pas, mais enfin, en même temps, ouais, c'est super, ouais, il m'a dit coucou. C'était tellement surréaliste, et ma mère sous le choc, parce que c'est sa fille chérie, brillante à l'école, qu'est-ce qu'on va dire ? Et on n'a pas eu cette conversation posée qui aurait pu faire qu'elle me dise « tu as le temps, c'est trop tôt, nanani, nanana ». Ma mère voulait juste en finir, me tuer. Réflexe de maman africaine très en colère. Et moi, j'étais dans un réflexe de protection parce que j'avais vu ce bébé. Le médecin m'avait dit qu'il m'avait fait coucou. Et j'étais vraiment déterminée à lui sauver la vie. T'étais tombée amoureuse de ce bébé. Mais à la seconde où le médecin a dit ça, et je me suis dit, ça me hantait toute ma vie, qui dit coucou maman. Et on est allé au terme de ma grossesse. C'était pas évident parce que ma mère me parlait pas en fait pendant des mois. Et je pense vers le 7e mois, elle m'a dit, habille-toi, on va faire les courses. Et donc on a acheté la layette en un jour avec une maman toujours énervée et moi toujours aussi excitée à l'idée d'avoir un bébé. C'est comme si c'était un jeu en fait. Ouais. Et ma mère n'en revenait pas en disant, mais quelle débile celle-là, est-ce qu'elle sait ce qui l'attend ? Et comme mon fils est né, ma mère était pas là, elle était au travail. Elle nous a retrouvés à l'hôpital. Ma mère n'a pas eu de garçon. Elle a eu que des filles. À l'instant où elle a posé les yeux sur mon fils, c'était terminé. Moi, j'existais plus, mes sœurs non plus. C'était son enfant. Elle lui a donné le prénom de son papa, et tralala. Et c'est devenu comme ça, en fait, mon bébé, certes, mais surtout celui de ma mère. Pendant, la fin de mes années lycée. C'est ainsi que je suis allée faire mes études à l'étranger, en France, aux États-Unis. Il était toujours avec ma mère. Il m'appelait maman, il appelait ma mère maman, il appelait mes sœurs maman. Et donc, il disait maman, on tournait toute la tête. Il dit non, maman, toi. Il choisissait. Mais du coup, j'ai eu un aîné très tôt. Et j'ai toujours été maman avant même de travailler, ce qui fait que c'est mon job le plus ancien. Et aujourd'hui, mon fils est en Master 2.
Il développe des applications mobiles. Il va valider son master à la fin de cette année. Et c'est ma plus longue. Et belle histoire d'amour. Non pas que celle avec ses frères ne compte pas, elles sont un peu moins longues. Et j'en parle toujours avec beaucoup, beaucoup d'honnêteté. Non pas pour inciter les gens à tomber enceintes sur les bancs de l'école, mais pour rappeler à quel point ça a été une décision que j'ai prise. Et je suis allée jusqu'au bout. Je n'ai jamais donné le sentiment à mon fils qu'il était un accident ou une erreur, mais que c'est un choix que j'avais fait, même si je ne maîtrisais pas. Alors là, même si on accouche à 30 ans pour la première fois, il n'y a pas un livre de comment être une super maman, il n'existe pas. Il y a j'élève un enfant, j'attends un enfant, il y a tous les Laurence Pernou et tout, mais il n'y a rien qui nous prépare vraiment à ça. Il est toujours très content que j'en parle aussi, parce que je pense que si je l'avais caché, il y aurait comme une forme de gêne ou de honte. Mais peu importe comment ça arrive, par accident, voulu, PMA, un enfant est une bénédiction. Dès l'instant où on choisit de mener la grossesse à terme, et je suis très heureuse d'en avoir eu 3 autres après. Et après, les histoires sont différentes. Moi, j'aimerais revenir sur certains points. Tu vois, tu disais ta maman, elle était, pour elle, c'était évident que tu n'allais pas garder cet enfant. Ah oui. Et comment tu l'as convaincue finalement de le garder, ou tu lui as pas laissé le choix? Oui, elle avait pas trop le choix. Je me souviens, la voisine lui disait, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui mettre la main dans le ventre et extraire le fœtus. Ma mère avait des colères silencieuses. Où je me suis prise quelques mandales entre la clinique et la maison, mais ensuite elle était totalement dépitée parce qu'elle savait aussi que je porte la vie, donc il y a une limite à ce qu'elle peut faire. Elle me parlait pas, je pense qu'elle ne savait pas quoi faire non plus, et elle se souciait beaucoup du qu'en dira-t-on. Parce que ma mère m'a élevée seule, et j'étais cette élève brillante depuis l'école primaire, très en avance, qui se déclasse, ce genre de choses. Elle avait beaucoup d'ambition pour toi. Oui, moi j'avais envie de lui dire, tu sais, être enceinte, en dehors des hormones, mon cerveau va te mettre à fond, je vais pas moins percuter en classe. La preuve en est, j'ai terminé mon année de première, mon fils est né un 1er mai, jour férié. C'était un jeudi, donc le vendredi est férié, samedi, dimanche. Lundi, j'étais à l'école. Ah oui. Même mes professeurs, parce que le même établissement faisait aussi de collège et lycée, donc ils me connaissaient depuis la 6e pour la plupart. Le proviseur était tellement fâché après moi, mais quel choix avait-il ? Il se disait, mais elle va foutre sa vie en l'air, etc. Et moi, je n'avais même pas cette envie de leur prouver qu'ils ont tort. Je me disais, moi, je vais au bout de ma démarche, en fait. J'ai sommeil, certes, en cours, ça c'est vrai. J'ai un peu plus faim que d'habitude, j'ai envie de faire pipi, j'ai les pieds gonflés. Évidemment, je me prends les railleries des autres lycéens. Tous les garçons qui me regardaient un peu, genre, oh, elle est trop mignonne. Maintenant, se moquaient de moi. Je me souviens, le cours de PS, mais mon prof de sport était tellement fâché. Il me disait, tu n'es pas dispensée de sport. Du coup, j'ai fait une année de sport à l'écrit. Comment ça se passe, une année de sport à l'écrit? J'étais toujours assise à côté de lui, donc cours d'athlétisme, pendant que les autres courent. Moi, il va me poser des questions. Qui a gagné les Jeux Olympiques d'athlétisme en 1900? Mais c'est génial pour la culture générale. Ah, mais complètement. Tout était à l'écrit. Il me donnait des devoirs à l'écrit. Il me dit, tu n'es pas exonérée de PS, mademoiselle. Vous n'êtes pas exonérée de PS. Donc, j'aimais aussi ces moments à deux, finalement, avec lui, ou alors il me faisait porter les sifflets, des choses comme ça. Rien de très costaud. Mais il me disait, c'est hors de question que tu viennes pas en cours. Et tous mes profs étaient beaucoup plus sévères, d'ailleurs. Et moi, je tenais le coup. Et je me souviens, quand le petit est né, parfois, on allait au lycée l'après-midi pour préparer des exposés. Donc, pendant l'année de terminale, cette fois, je l'emmenais. Mes amis le gardaient, dans la cour d'à côté. Et puis, il y avait ce petit poupon d'1 an qui court. Et mes profs qui voulaient le porter. C'était un peu surréaliste, quand même. C'était devenu la mascotte un petit peu. Voilà. Et de toute ma bande, la preuve en est que sa marraine, c'est mon amie depuis la 5e. C'est l'aîné de tous nos enfants. Il y en a qui ont des enfants à peine maintenant de 2 ou 3 ans. Nous, on a ce grand gaillard qui se retrouve à être le grand frère, grand cousin, entre guillemets, de tous les enfants de la bande à sa maman. Je me souviens l'an dernier, quand il a commencé son Master 1, donc il est en alternance, on l'a rémunéré, comme tous les alternants. Moi, je lui ai dit, écoute, tradition africaine, tu dois diviser ton salaire un peu. Tu donnes à tes frères, à maman, tonton, tata ci, tata ça. Il me fait, ouais, pourquoi? Je dis, parce que c'est la tradition, chérie. On va prier pour toi, c'est source de bénédiction, en fait. Ça peut être aussi des fleurs que tu offres, si on le faisait à l'occidental. Un petit cadeau, voilà. Il lui dit, tu fais un virement, t'envoies à tata Lily, et elle va inviter toutes les autres restos. Elles étaient tellement fières de lui. Ah, notre fils, il travaille et tout. Il comprenait pas nécessairement. Et du coup, ses petits frères derrière disaient, quoi? Quand je vais travailler, je vais partager mon argent. Je dis, ouais, juste le premier salaire, chérie. Même si c'est un bonbon, on est censé partager avec tout le monde. C'est une forme de gratitude, voilà, pour toutes les personnes qui nous ont accompagnés, encadrés jusqu'à ce qu'on rentre dans la vie active. C'est génial. C'est une super tradition. J'adore.
Je vais la garder pour moi. Je note. Et du coup, parce que tu vois, tout à l'heure, tu parlais de ces relations sexuelles en étant adolescente. Est-ce que tu en as parlé au garçon avec qui tu étais? Oui, le papa, oui, bien sûr. Papa, il était au cours, évidemment, comme tous les ados. Ah non, c'est pas moi. J'ai dit quoi? Pardon? Déjà qu'avec ma mère, c'est la guerre ici. Je me suis dit, écoute, c'est pas très compliqué. Moi, je vais chercher tes parents, je vais leur dire. Donc, ouais, je suis allée avec la marraine de mon fils. Ouais. On a pris notre courage à deux mains. On s'est dit, Seigneur. Et la dame, je me souviens, c'était la directrice d'un collège catholique. Je me suis dit, mince alors. Ouais, la totale. Et on savait, elle avait la réputation d'être sévère, etc. Et je me souviens, avec ma meilleure amie, on était au portail, on dit, bon, on y va, non, on sonne, on recule, on y va. Et puis finalement, on est allé, la dame n'était pas là. Elle me dit, non, mais on attend, c'est pas grave. Et quand elle rentre, on entend depuis le portail sa voix qui porte, mais j'étais en stress. On me dit, mais qui m'a envoyé jouer à pipi, machin? Pourquoi je suis pas restée à réviser à la maison? Après, je ne sais pas si ça s'explique de manière rationnelle. Elle est rentrée en criant en disant, oui, mes esprits. Alors, elle est initiée à des rites traditionnels du Gabon, qui permettent peut-être de ressentir les choses sans être une chamane ou quoi que ce soit. Mais elle dit oui, on lui a dit que son petit-fils est dans la maison. Alors moi, j'ai à peine 3 mois de grossesse, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Et elle fonce vers mon amie, elle dit, c'est toi qui es enceinte? Elle fait non, elle monte du doigt, c'est l'autre. Avant même que vous disiez quoi que ce soit. Et j'ai levé la main, genre, Hugues, je viens en paix. Si vous pouvez ne pas me tuer, parce que ma mère, il lui a donné à cœur joie. Et j'essaie de rester en vie. Elle était tellement contente, parce que son fils vivait à Nice, mais il venait en vacances au Gabon pour l'été, les amours d'été, ensuite chacun repart. Donc ne serait-ce que l'appeler pour lui en parler, dire il faut qu'on fasse quelque chose là, ça me coûtait une blinde, les appels téléphoniques à l'époque, et sa maman l'a très bien pris. Je pense qu'elle était d'autant plus contente que ça lui faisait une version de son fils en plus, qui était aussi son dernier du coup. Et tout au long de la grossesse, c'était elle plutôt qui a servi de substitut maternel. J'allais la voir toutes les semaines, si c'était pas tous les 15 jours. Elle me pourrissait de gâteaux, de machins, d'argent de poche, de ci et ça. Et elle est arrivée à l'hôpital avant ma mère. Et du coup, quand ma mère est arrivée, je me souviens, elle était en une soirée, elle est arrivée avec du mascara qui coulait. Et c'est de rester un peu digne. Genre, oh là là, je suis grand-mère, mais j'étais en soirée, qu'est-ce qui se passe? Le petit est né. Et je les ai vues toutes les deux tellement à l'opposé l'une de l'autre, mais tellement pamoisons devant ce bébé qui était leur chéri. Et les négociations ont commencé là, parce que la tradition veut que quand on est marié, l'enfant porte le nom du père. Si vous ne l'êtes pas, il porte le nom de la maman. Et elle voulait qu'il porte le nom de son grand-père paternel. Ma mère voulait que mon fils porte le nom de son père. Du coup, mon fils se retrouve à porter les 2 noms de ses grands-pères. Et quand je lui explique, je dis symboliquement, voilà, t'as décroché la timbale, c'est le gros lot, les 2 papis. Et du coup, ma mère adorait mon fils, qu'elle appelait papa. Et sa grand-mère paternelle l'adore. Elle appelle son petit mari. Il est vraiment né dans un truc enfant roi. Ouais. Et c'est peut-être aussi de là que me sont venus les débuts de c'est pas bien qu'un enfant soit aussi roi. Littéralement, on n'existait plus dans la maison. C'était le roi de la maisonnée, peu importe où on était. À contrario de mes benjamins, ils n'ont pas eu ces premières années de vie où on lui disait oui à tout. Et c'est vrai qu'il a déchanté quand j'ai terminé mes études, que je suis rentrée, je l'ai pris avec moi pour vivre avec nous maintenant et pas avec les mamies. Et je disais, mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce monde? Non, je veux pas être avec cette dame, elle est sympa, elle est jeune, mais non. Elle est trop sévère. Parce que depuis toujours, j'ai aussi été extrêmement carrée sur la place de l'enfant, celle de la maman, mais avec ma mère ou sa grand-mère, s'il disait, je veux pas manger ça, on envoyait la bonne à la cuisine qui allait cuisiner autre chose. Pour un enfant de 4 ans, tu veux rigoler ou quoi? Tu manges ce qu'on t'a donné. T'as pas faim, tu vas dans la chambre. Il disait, t'es une méchante, t'es pas gentille, machin. Ma vraie maman, c'est l'autre. Je m'en fous. Tu vas manger des légumes. Donc, peut-être que c'est maman qui commande, ma BD est partie de là. Ok. Mais c'est intéressant comme schéma parce que finalement, il a passé la première partie de sa vie comme ça, entouré. Extrêmement choyé. Voilà, puis de toutes ces femmes en plus, parce que c'est exclusivement féminin, tu vois. Voilà, il avait plein de mamans et c'est génial d'avoir autant de figures comme ça. Et une arrière-grand-mère, 2 tatis, 2 grand-mères, la femme de ménage qui était la nounou qui était là pour lui. Très féminin. Tous mes garçons étaient entourés de femmes comme ça, ce qui a fait que mon deuxième, par exemple, était vraiment tout le temps dans les jambes de ma mère en cuisine. Et c'est avec elle qu'il a pris cet amour de la cuisine et il a fini par faire des études de cuisine. Et je me souviens quand il candidatait après la 3e pour intégrer un lycée hôtelier parisien, on disait il faut que tu entres dans l'un des meilleurs. Et il a été accepté à Jean Drouin, qui à l'époque était classé 2e meilleur lycée hôtelier parisien public.
Et il leur disait, ma mère et ma grand-mère m'ont appris la cuisine africaine, la France m'apprendra la gastronomie française, est-ce que je veux créer un pont entre ces deux? Et son rêve, c'était d'ouvrir un restaurant vers la place de la Concorde. Parce que ma mère adorait lire les Paris Match, VSD, et à la fin des magazines, il y avait des soirées parisiennes. Il y avait toujours ce resto qui s'appelait Chez Maxime. Et moi, je racontais à mon fils, parce qu'à chacun de ses anniversaires, il est né, ça c'est le deuxième du coup, il est né le même jour que ma mère. Ah bah. Voilà, la même date, 28 décembre. Et donc, tous les 28 décembre, je l'emmène déjeuner, et en fait, le soir avec les copains et ses frères et sœurs, tous les deux dans un resto chic, en se disant, est-ce que tu te vois travailler ici demain? Et surtout, je n'ai jamais eu l'occasion d'emmener ma mère ou ma grand-mère à Paris déjeuner ou dîner dans ces restaurants chics, dont je lui racontais toujours ça. Et un jour, on est passé devant Chez Maxime pour son anniversaire. Il me dit, maman, c'est ça le Maxime dont tu parlais pour mamie et tout. Je dis oui. Il me dit, tu sais quoi, je vais le racheter et je vais l'appeler Chez Maman ou Chez Maman Ruth. Sachant que ma mère s'appelait Ruth. Je dis bon, je suis pas sûre que l'emplacement soit voilà, mais pas besoin. Donc ce lien qu'il a avec la cuisine est vraiment venu de cette proximité avec cet environnement très très féminin, très maternel. Ils ont vraiment été choyés, dorlotés. Mon deuxième ne dormait pas sur son lit, il dormait sur le corps de ma mère. Mais c'est marrant parce que finalement, quand je t'entends parler, elle a pas agi comme ça avec toi ou avec tes sœurs. Oh là là, non, mes sœurs et moi, on se disait, mais est-ce qu'elle nous a achetés ou quoi? C'est incroyable comment les garçons ont droit à toutes les faveurs, la patience de maman. Mais ils pouvaient faire tous les caprices du monde. On se disait, ok, là, elle va snap. Jamais elle disait, oui, mon chéri, mais qu'est-ce qui va pas? Nous, on se disait quoi? Tu penses que c'est parce que c'est des garçons? Et c'est les petits-enfants. Ouais. Et les garçons qu'elle n'a pas eu. Ouais. Et alors, mon fils, comble, ma mère lui a donné le nom de mon père. Donc, avec l'aîné, elle avait son papa. Avec le deuxième, elle avait son chéri. Et c'était des amours fusionnels comme ça où mes sœurs et moi, on était, je sais pas, Jacoul croquant, quoi. Ouais. On n'existait pas pour ma mère. Mais c'est tant mieux pour mes garçons d'avoir été autant aimés, d'avoir connu cet amour des grands-parents. Moi, je l'ai eu avec la mère de ma mère, ma grand-mère. Pareil, on est très dans des homonymes. Ma grand-mère m'a donné le nom de sa sœur, mais elle ne m'appelait jamais China, elle ne m'appelait pas par le nom de sa sœur. Elle m'appelait littéralement, si je traduis Monnier, veut dire le fruit des entrailles de ma mère, ou l'enfant du même ventre que moi, ou l'enfant de ma mère, quelque chose dans le genre. Donc c'est peut-être pour me rappeler cette proximité qu'on avait. Et moi, j'étais sa première petite fille. Et l'histoire veut que ma mère m'a eu aussi relativement tôt. Ma grand-mère n'était pas d'accord pour que ma mère mette fin à la grossesse. Drôle, ouais. Et ma grand-mère l'a traquée en disant, si cette grossesse disparaît, tu vas voir ce que je vais te faire. Et dès que je suis née, ma grand-mère m'a prise pour elle, quoi. Ça s'est reproduit, en fait. Dans l'autre sens, c'est ma grand-mère qui voulait à fond. Et la plupart de mes photos bébés, je suis toujours avec mamie. Toujours, j'étais son petit jouet, sa petite fille chérie. Et c'est vrai que même mes sœurs qui sont arrivées après se disent, mamie n'était jamais avec nous comme elle est avec toi. Je dis, j'étais la première. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu disais tout à l'heure que tu étais partie à l'étranger faire tes études. Après ton bac, du coup, le bac. Assez rapidement, finalement, après la naissance de ton fils. L'année d'après, oui, un an après. Et t'es partie où, du coup? J'ai eu une bourse d'études, je suis allée à Toulouse. C'est vrai, un garçon. C'est vrai. T'as choisi Toulouse pour un garçon? Pour un garçon. En fait, tous les étés, ceux qui sont à l'étranger viennent en vacances. Ou comme les provinciaux, il y a des Parisiens, je sais pas quoi, des gens de la Baule, de Bordeaux qui viennent l'été. Il y a ces amours d'été. Et avec le père de mon fils aîné, évidemment, ça s'était terminé en une jolie amitié. Ça reste un très bon ami aujourd'hui. Et il y avait ce garçon absolument beau comme un dieu, les gros sourcils, les yeux verts. Et c'était mon truc jusqu'à ce que je détecte que j'avais un genre. C'est les yeux verts et les gros sourcils. Et depuis, je n'ai plus regardé quiconque avec des yeux plus ou moins clairs. Et si la personne n'avait pas de sourcils, voilà, là, je pouvais commencer à m'y intéresser. Parce que les yeux verts et les gros sourcils, on en rigolait avec des amis en disant c'est des envoyés de Satan. C'est pas possible parce qu'il va te regarder, tu vas perdre tous tes moyens, tu vas devenir débile, tu vas donner ton numéro de sécu et de carte bleue. Mais c'était un garçon tellement beau que ça faisait mal au cœur de le regarder. Et je me retrouvais comme Candy, je sais pas si c'est un dessin animé que tu as regardé. Avec une petite blonde, Elle était amoureuse d'un Terence qui apparaissait de temps en temps, qui était tellement beau. Et c'était les premiers émois que j'ai ressentis devant un dessin animé. Je pleurais en me disant, mais pourquoi Terence? Il est tellement beau. Et le pire, ce jeune homme s'appelait Terence. C'est vrai. Donc là, je m'étais fait un film dans ma tête à 18 ans, en me disant, Mais alors, ce qu'on m'avait pas bien précisé, c'est qu'il vivait au Canada. Il était étudiant au Canada. Donc moi, quand j'ai rempli ma demande de bourse, je la signe pour le Gabon, pour la France et pour Toulouse. Parce qu'en fait, sa maman vit à Toulouse et il a un accent du Midi à couper au couteau, mais que moi, je trouvais, c'est trop beau. Mais elle me dit, mais tu mens, c'est moche. Je dis, mais non, c'est trop beau.
Et donc, j'ai trouvé une école de communication à Toulouse. Voilà, je suis arrivée, je me suis installée et je me faisais des films dans ma tête en disant je vais marcher, place du Capitole, Esquirol, on va se croiser comme par hasard. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh là là. Et puis on va tomber amoureux, on va se marier, on va avoir 4 enfants, donc 3 en plus du mien, un chien, voilà, un van et tout. Mais j'ai fait ça pendant 2-3 mois et puis l'hiver arrive, je commence à me cailler, je dis mais où est-il? Et finalement, c'est sur un forum que j'apprends qu'il étudie au Canada. Je me suis dit, what? La bourse d'études est valable 2 ans. Il va falloir que je tienne 2 ans le temps de mon BTS, que je refasse une demande de bourse, cette fois-ci pour le Canada, et comment je vais la motiver? Attends, tu voyais vachement loin, quoi. Ah, mais j'étais obsédée. Mais surtout, je me faisais des films pour tout. Ouais. Tout était romancé, j'avais besoin de ça. Et l'été d'après, je suis retournée au Gabon en vacances, évidemment, pour voir mon fils, ma mère. Et il était là. Ça s'est pas très bien passé. Bon, de toute façon, c'est des amours de jeunesse, c'est des expériences de la vie. Et c'est comme ça que j'ai abandonné l'idée d'aller au Canada. J'ai terminé mes études à Toulouse. Et après Toulouse, je suis partie à New York, cette fois-ci. Pour une fois, j'ai été ambitieuse pour moi-même. Ouais, c'était ta décision. Oui, tu n'y allais pas pour qui que ce soit. Non, c'était pas pour un garçon, pas du tout. Je voulais intégrer les FAP. L'école française des attachés de presse, ils avaient une antenne aux États-Unis. J'ai toujours été très douée en anglais au collège et lycée. Je savais que quelque part, je voulais être à l'aise dans un environnement professionnel bilingue. Et c'est pas en France que j'allais pouvoir le faire. Il n'y avait pas des FAP à Londres. Mais j'ai fait des pieds et des mains. Après, quand je me fixe un objectif, je l'atteins toujours. Mais vraiment, j'invite personne à me dire « Ah, tu vas pas le faire ». Je dis « Assieds-toi, prends du popcorn, regarde, ça va être génial ». Et je suis rentrée, cet été, j'ai dit à ma mère, voilà, je m'en vais aux États-Unis. Quoi, faire quoi, tout? Je suis non, je m'en vais aux États-Unis, tu vas voir et tout. Et j'ai eu une bourse d'études à nouveau, toute une galère pour avoir ce visa étudiant. Ensuite, on te dit que tu vas faire 3, 6, voire 9 mois de cours d'anglais le temps d'avoir ton TOEFL. Je l'ai fait en 2 mois et j'ai intégré le semestre d'après. Et j'ai adoré chaque jour, chaque seconde, chaque semaine de cette expérience américaine qui était très différente de la France. Et vu que c'était une école française, on faisait nos stages dans des sociétés françaises et c'était la première fois que j'étais dans un environnement non francophone, mais qui valorisait tellement le fait qu'on arrive de France, qu'on parle français. J'ai fait mes stages et mes armes du coup chez L'Oréal, chez Elite à New York, chez Hermès, chez Elisabeth Arden qui était la seule marque non française, mais c'était un plus d'être cette étudiante qui parle aussi bien le français que l'anglais. Et c'était des Américains, nos tuteurs de stage. Je me souviens, c'était toujours « Oh, you speak French? Vous parlez le français ?» Je me disais « Attention, 1, 2, 3. Oui, absolument, machin. Oh my God! Les croissants, pareil. » Je dis « Oui, bien sûr. » Et ils sont tellement fous de ça. Ouais. Et moi, je me dis dans ma tête... Ils ont une image tellement biaisée. Mais biaisée à mort. Et plus on avait un accent français tranchant, plus ils étaient... mais en pamoison, en fait. Alors que toi, tu essayes de le camoufler au maximum et d'apprendre l'anglais, voilà. Mon prof d'espagnol, en terminale, nous avait dit, quand on apprend une langue, il vaut mieux l'apprendre avec son accent. Donc, si on va apprendre le russe, autant essayer de le parler avec l'accent russe le plus... Sachant qu'il y a même en Russie, il doit y avoir plusieurs accents russes. En France, il y a plusieurs accents. Les Bordelais parlent pas comme les Parisiens, etc. Mais je me suis toujours dit, quand je parle français avec des Français, il faut que je me fasse comprendre le plus possible et qu'ils aient vraiment l'impression de ne pas devoir forcer. Quand je vais parler avec mes cousins nés au Gabon, l'accent gabonais va entrer tout de suite. Si je vais en Côte d'Ivoire, j'essaie de parler un peu avec des bribes de nouchi, qui est un argot local que je ne vais pas forcément maîtriser. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que ma manière de parler ressemble à la manière dont tout le monde le fait. Et quand il s'agit de l'anglais, en tout cas, j'ai un anglais qui est assez new-yorkais quand je parle, parce que j'étais à New York. Mes camarades de classe, ils parlaient I speak French from Paris, c'est tout. Je leur disais, mais ça va vous ouvrir des portes, ça c'est clair. Mais j'arrivais pas à le faire, en fait. Parce que j'ai toujours adoré cet accent qui, comme les Canadiens, ça m'embêterait qu'un Canadien gomme son accent. Et je suis sûre, si je vais au Canada, je vais me mettre à parler. Je vais essayer. Ça serait drôle. Ce serait très drôle et certainement pas très réussi. Et alors, pendant tout ce temps, tu es séparée de ton fils. Tu le fais sereinement ou est-ce que... C'est dur, c'est pas facile, mais je me mets dans la peau de ces parents qui doivent travailler pour subvenir aux besoins de leurs enfants, mais ce n'était pas le cas. Ma mère s'en occupait, et son grand-mère aussi, mais je savais que pour lui offrir la vie que je voulais, je devais terminer mes études, qui était aussi la grosse crainte de ma mère. Parce qu'elle va avoir un enfant, elle va abandonner ses études. Donc il fallait que je donne ça à ma mère. Et le maximum que je voulais faire, c'était cette maîtrise qui n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'est que le master maintenant. Valider ces études-là et rentrer. Donner à ma mère ce honneur, peut-être que dont je l'avais un peu privé
je peux me mettre un petit peu à sa place. C'est pas le parcours de vie idéal qu'on voudrait pour son enfant, et lui dire que je te remercie de ne pas avoir douté de moi complètement, mais je terminais ce que ma mère voulait que je fasse, des études, avoir un diplôme, me mettre à travailler. C'était une sorte de fierté pour elle et ma grand-mère. Et je me souviens, quand je suis rentrée, j'ai pas trouvé de travail tout de suite. Ouais. Donc ma grand-mère, au départ, qui racontait dans tout le quartier, ma petite fille parle anglais, ma petite fille était à New York, ma petite fille comme ci, comme ça. Et au bout de 6 mois, je ne trouve pas de travail parce que c'est le MeToo. Ouais. Des propositions en descendent partout, des dossiers qu'on te met limite en bas de la pile, si tu ne payes pas quelqu'un pour... Bon, moi, je sais faire preuve de résilience et puis je suis assez combative. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je ne trouve rien, je vais créer ma propre boîte en fait. J'ai été formée dans la com, je vais monter une agence de com. Sans rien. Au Gabon, du coup? Au Gabon. Ouais. J'ai pas de bureau. Sachant que quand j'ai terminé, j'étais chez L'Oréal, ils m'ont proposé du travail. Et je me suis dit non, parce que ça veut dire que je reste vivre à New York. Faire venir mon enfant, ça va être extrêmement compliqué. Élever un enfant seul à New York, non, c'est pas la France. Il n'y a pas un système où tu peux trouver une place en crèche, tu peux être prioritaire. Ouais. C'est juste, non, tout mon salaire va partir dans ça. C'est hors de prix, ouais. Et je ne verrai pas mon enfant et je serai à fond. Et c'est pas l'enfance que je voulais pour lui. J'ai eu cette enfance au soleil avec cette famille, ces rires, cette langue maternelle qui n'est pas le français. Je voulais ça pour mes enfants. C'est pour ça que, d'ailleurs, ils sont tous nés là-bas. On est arrivés ici il y a 10 ans, mais cette empreinte, elle est indélébile. C'est des enfants du soleil. L'hiver, on est tous très tristes. Tu m'étonnes. On est juste allés au À soleil. Paris. Oui, en plus. Après, on adore Paris. Il y a aussi quelque chose de très exotique pour ceux qui viennent d'ailleurs. Mais nous, c'est plus de l'exotisme. C'est devenu notre maison, notre petit village à nous. Et puis, il y a Château-Rouge pour garder le lien comme ça, ne serait-ce que par la cuisine. Parce qu'en hiver, c'est vraiment au-delà du froid. C'est ces moments autour d'un plat familiaux qui vont le plus manquer. Et on arrive à les recréer. Mais pour revenir au Gabon, donc j'ai créé mon agence de com sans bureau. Je travaillais depuis un cybercafé où je payais 1 euro l'heure de connexion. Et je me souviens, donc moi j'étais sur un poste d'ordinateur. À ma gauche, il y a un jeune homme qui envoie des faux emails pour dire qu'il a hérité d'un puits de pétrole, mais il a besoin de $100,000 pour... C'est mail de phishing. Ouais. L'autre fille à côté, elle cherche un mari en ligne. C'est vrai. Chacun ses ambitions. Ouais. Et moi, je passais mes journées au cyber. Je rentrais le soir et je lisais la déception dans les yeux de ma mère, mais elle disait rien. Et ma grand-mère, elle était plus vocale. Alors là, elle disait oui, tout ça pour ça. Et j'ai fini par décrocher à 24 ans et demi mon premier contrat qui était de 18 millions de francs CFA. On parle de 24 000 euros à peu près. D'accord. Tout premier contrat en moins d'1 mois. Et là, ma grand-mère, tout avait changé. Ma petite fille, mais tout le quartier devait toujours entendre mes exploits. Et j'ai pris mes premiers bureaux, j'ai pris des stagiaires, des étudiants qui avaient quasiment mon âge. J'ai acheté mon équipement, j'étais tellement fière de ce que je faisais. J'avais un chauffeur qui emmenait mon fils à l'école, j'avais pas de voiture encore à l'époque. J'avais un ami qui avait une sorte de taxi, pas vraiment homologué, qui me servait de chauffeur pour mes rendez-vous, mais sa voiture était cabossée. Je disais, tu te gares au carrefour, je descends sur mes talons. Je me souviens, je m'étais acheté 2 tailleurs Zara avant de rentrer, 2 paires d'escarpins, une chez Aldo, une chez Kenneth Cole, et c'était mon uniforme de travail quand j'allais prospecter. Mais j'étais jeune, j'avais même pas 25 ans, toute mignonne, donc il y en a qui te prennent au sérieux, d'autres un peu moins. Mais je voulais tellement faire mon travail, j'aimais ce que je faisais. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, je me suis fait un nom dans le monde de la com. Mon agence sur des appels d'offres avec des agences internationales. Parfois on gagnait, parfois on perdait. Mes enfants, mon deuxième était né à ce moment-là, m'accompagnaient au travail. Ils avaient dans le open space des petites tables pour travailler, pour colorier. Quand les 2 derniers sont nés après, ils avaient tous un berceau. La nounou passait la journée avec moi au travail. Si j'allais en rendez-vous clientèle, avant de descendre de la voiture, je donnais le sein au bébé. Je pompais pas, je donnais le sein. La nounou restait avec elle dans la voiture, dans la clim ou dans la salle d'attente. Je finis un rendez-vous. Donc mes enfants ont toujours été autour. Moi, j'ai construit ma carrière autour de ma vie de maman. Et mes enfants, parfois, j'étais en tournage jusqu'à 2-3 heures du matin. Ils dorment dans la voiture, ils se bagarrent, ils mangent des pizzas. Ça, ils jouent à la Nintendo, à la Game Boy. Donc, ils connaissent très bien mon travail. Et ils savent leur bien-être vient du fait que je travaille. Ce qui fait que des fois, quand il y en a un qui va bouder, ma fille dit « Oui, maman, tu es toujours au téléphone. » Et son grand frère va dire « Ouais, mais tu crois qu'on paye Disneyland avec quoi ?» Et j'ai envie de lui dire « Merci beaucoup. » Bah ouais, non mais c'est vrai.
Maintenant, des fois, ils vont me dire « Maman, tu veux travailler? Tu veux être tranquille, là ?» Je dis oui. Après, je peux faire une commande sur chaîne. Je dis non, ça ne marche pas comme ça non plus. Mais ils vont me proposer une infusion. Si je dois faire live, ils sont tout gentils. Et tout de suite, je leur dis accouche, tu veux quoi? Ils ont compris comment ça fonctionnait aussi. C'est donnant-donnant. Le travail, c'est pour nous, c'est pour s'occuper de nous. Je dis pas vraiment en fait. C'est aussi un peu pour moi. C'est ça. Et mes propres projets et rêves. Mais mon travail est arrivé après, mes enfants avant, et les deux cohabitent très bien. Et donc du coup, parce que tu disais quand tu as commencé cette boîte-là, cette entreprise, ton deuxième était déjà arrivé. Comment ça s'est passé justement? Parce que tu vois, tu nous as raconté l'histoire de cette première naissance, mais la deuxième, comment ça a été plus prévu déjà? Non, parce qu'en fait, c'est que mon troisième fils qui était prévu. Tous les autres, même ma fille. J'étais genre, c'est des bébés surprises. Je suis enceinte. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le deuxième, alors je terminais mes études. Et je me disais, je vais rentrer au Gabon, je vais dire à maman, bon, ok, j'ai mon diplôme, mais j'emmène un bébé dans les bagages. Et je me suis dit, le mieux, c'est de lui dire à distance. T'étais encore à New York, du coup? Non. Là, j'allais quitter la France. Et ma mère, je pense qu'elle avait un détecteur à grossesse, quoi. Elle flairait des choses. Et moi, j'ai dit, mais non, mais n'importe quoi. Et surtout, ne me disait pas à moi, elle passait par des personnes interposées. Et c'est peut-être un mois avant mon accouchement que j'ai envoyé un texto. Ah, super tard. Que j'ai envoyé un texto à ma mère en me disant je déménage de Toulouse, je vais à Paris parce que je dois aller accoucher là-bas et tout. Je savais qu'elle savait. Mais encore une fois, ma mère avait des colères muettes, des émotions muettes. Elle ne disait pas les choses. Et puis, je savais qu'elle savait qu'elle pouvait rien y faire. Et qu'elle sait que je suis jusqu'au boutiste. Et me voilà encore. Voilà. Et c'est très marrant parce que, comme je disais, il est né le même jour. J'ai pas réalisé en allant à l'hôpital. Le même jour que ma mère. Donc, ma mère n'est plus de ce monde depuis 15 ans. Mais à chaque anniversaire de mon fils, qui a eu 20 ans là, le 28 décembre dernier, on célèbre ma mère aussi. Et ça reste un moment de joie pour nous. On fait les plats que ma mère aimait bien. Je raconte aux plus petits qui n'ont pas connu ma mère les anecdotes sur la vie de ma maman. Et ça les amuse d'imaginer que j'étais petite, il y avait une maman qui me grondait, des choses comme ça. Et cet enfant, ma mère je ne veux pas dire qu'elle l'a adoré plus que l'autre, mais il y avait ce lien. Elle m'a juste dit, est-ce que tu peux venir me le laisser pour que je puisse terminer ce que j'étais censée être allée faire en Occident. Quand je l'ai amené au Gabon... pareil, hein. Et je ne le voyais pas non plus, mais cet enfant, c'est ma photocopie aussi. Et moi, bébé, c'est plutôt ma grand-mère qui s'est occupée de moi, donc je pense que ma mère faisait une forme de rattrapage. Et c'est mes sœurs qui me disaient, mais tu sais qu'Andrea, jusqu'à 9 mois, il dormait pas jusqu'à 4 heures du matin, il buvait 3 biberons la nuit, maman était là, elle le berçait, les yeux rougis, sa tension artérielle qui montait et descendait. Je dis, ah bon, il m'a jamais rien dit. Elle dit, elle pouvait pas. Maman voulait tellement que tu sois tranquille. Ou même si un des enfants pleurait, ma mère criait sur mes sœurs, oui, vous voyez pas que leur mère n'est pas là, Ma mère elle essayait de le protéger un peu. Complètement. Et surtout, elle voulait me protéger. C'est très dur, hein. Moi je ne le souhaite à personne d'être séparé comme ça de ses enfants pendant les premières années, mais j'ai raté beaucoup de premiers moments. J'appelais quasiment tous les jours parce qu'aux États-Unis pour $5 on avait une carte qui te donnait droit à 22 minutes, donc j'appelais 2-3 minutes. Je parle à ma mère, je dis tu me les passes, personne, allô maman, allô, personne qui répond. Mais ensuite ils s'en vont en courant, je dis ma mère me dit oui. Et je me souviens sur le dernier, quand je suis rentrée la première fois, il avait 1 an et des miettes. Il ne savait pas qui j'étais. Comment tu réagis, ça? Alors ça, c'est comme si on avait pris une hache ou une tronçonneuse et puis on m'a tranché en deux, de la tête aux pieds. Et ma mère disait, laisse-lui le temps. Mais quand je lui tendais les bras, elle criait, mais vraiment, les bébés qui ne connaissent pas. Je dis, quoi? Mon bébé koala qui me collait comme la glu et tout, comme quoi ça peut arriver. Et je pense que ça a été comme ça pendant 2 semaines. En plus, quand j'étais partie, il avait des cheveux bruns, lisses un peu, comme petit œuf, uniquement à l'avant du crâne. Quand je suis revenue, il avait des boucles d'or sur toute la tête. Je l'ai presque pas reconnu. J'ai dit à maman, c'est Andrea. Elle me dit, mais oui, c'est lui. Tu veux que ce soit qui? C'est pas le même bébé, il marchait pas. Là, c'est un petit garçon qui court partout. Très, très hyperactif et tout. Donc, j'adorais le regarder et me dire, c'est moi qui ai fait ça. Et puis un jour, je me souviens, il mangeait une tartine au chocolat, un bout de pain, et il a coupé, mais un bout plus petit qu'un grain de riz. Et il est venu vers moi, il a fait, tiens. Et j'ai pris, j'ai dit merci, il dit, mange. Et je pleurais tellement, ma mère me disait, ne pleure pas. Ça veut dire, ça y est, il refait ami avec toi. C'est ça. Et en fait, c'est un instinct qui revient tout seul. Et il s'est pas fallu un mois, mon fils savait que j'étais sa maman. Et pareil, il nous appelait toute maman. Et quand il disait maman, ma mère, moi, ma soeur, on faisait un. Il dit non, maman China. Et là, j'étais trop contente. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais c'est quelque chose, hein, tu vois, ça d'avoir des enfants et qui grandissent loin. Les militaires le vivent. Bien sûr.
Je ne sais pas quel autre métier peut nous forcer à ça. C'est vrai que chez les militaires, c'est hyper courant. Oui, ouais. Ils ratent des naissances, ils ratent beaucoup de moments précieux, les premiers ci, les premiers ça. Après, en fait, là où l'histoire est triste, mais après, on a appris à faire avec, c'est quand je suis rentrée, j'ai commencé à travailler. Je me souviens, le jour où j'ai acheté ma voiture, je suis allée chez le concessionnaire avec ma maman. Elle était tellement contente, tellement fière que ça y est, ma fille, c'est tout ce qu'elle voulait. Voilà, avoir cette paix et dire c'est bon, ma fille se prend en main, tout est géré, etc. J'avais pas encore déménagé de chez ma mère et elle a dit qu'elle va aller à l'église, prier, faire un don, remercier Dieu pour ses grâces, pour sa fille qui fait des bonnes choses dans la vie, blabla. Et ma mère, on s'est séparés à 17h. Moi, j'étais trop contente dans ma nouvelle voiture. Et j'appelais des copines, on va au resto, on se retrouve à 20h, 21h. Je vais chez le coiffeur, blabla. Puis je dis 20h, maman n'est pas rentrée. 21h, qu'est-ce qui se passe? 22h, j'ai une tante à moi qui m'appelle. Elle me dit, oui, viens, maman, et elle s'est évanouie. Je dis, quoi? Comme ça. Elle me dit, ouais, on est à l'église et tout. Je dis, elle est où votre église? Elle m'indique un truc introuvable. Puis quand j'arrive, j'ai un très mauvais pressentiment. En fait, ma mère avait fait un AVC dans l'église, elle était morte. Et personne n'avait... Et ils t'ont pas dit les mots tels qu'ils étaient? Non, elle se disait, elle est dans les vapes. Ouais. Et puis le pasteur qui disait, oh, c'est l'Esprit Saint. Ben non, en fait, elle a fait un AVC là devant vous, personne n'a rien vu. Et c'est là que tout bascule, parce que j'ai à peine 25 ans, j'ai 2 petits garçons, j'ai ma grand-mère, j'ai mes sœurs. En fait, je rentre à la maison, je lui dis quoi à qui? En plus, ma sœur était, parce qu'elle voulait venir au resto. Oh, je viens avec vous. Toujours la petite sœur collante, là. Et depuis petite, maman me dit, oui, tu prends ta sœur, tu emmènes ta sœur et tout. Je dis, ok, viens avec nous. Et du coup, ma sœur est spectatrice de ça. Elle se met à hurler. Je lui dis, tu te tais. Maman n'est pas morte. On l'emmène à l'hôpital. Et mes amis qui la portent à l'arrière, ils roulent très lentement en me disant, c'est pas réel, je vais me réveiller, il y a quelque chose, voilà. Et puis, on arrive aux urgences, ils l'emmènent. Et en plus, je vois ma mère, on l'emmène. Je me suis dit, elle avait des mocassins à moi. Je me dis, en plus, elle m'a volé mes chaussures. Parce qu'on avait la même pointure. Ma mère adorait fouiller dans mes affaires. Ce que moi, je faisais quand j'étais ado. Et pour ça, je me prenais des bonnes engueulades. Et je me dis, je vais bien lui dire, maman, en plus, c'est les chaussures que je cherchais pour aller au resto ce jour-là. Et j'attends qu'on me dise, voilà, il faut payer ça coûte ci, ça quoi qu'est-ce. Et puis, la personne vient me dit, c'est qui la famille de madame telle? Donc, je me lève, je dis, c'est moi, je suis sa fille aînée. Et ils m'emmènent à côté, ils disent, votre mère n'est plus. En fait, c'est comme s'il me parle en russe ou il me dit, il est 9h du matin. Je dis, pardon? Il me dit, vous voulez vous asseoir? Je dis, non, je ne veux pas m'asseoir, en fait. Vous n'avez pas les trucs qu'on met, là, avec l'électricité pour réveiller, comme dans les films. En fait, je fais un déni total. C'est impossible. Ma mère a 44 ans. C'est impossible techniquement. C'est faux. Elle est partie l'après-midi. Et il me le redit, votre mère n'est plus. Je dis, mais non, elle est là, elle est allongée. Il me dit, oui, mais elle n'est plus, madame. Et donc, je retourne dans le hall, ma sœur me regarde. Et là, ma sœur comprend. Alors, ma sœur, non, elle n'est pas comme ma mère et moi, émotion absorbée. Ma sœur a hurlé, on dirait une cloche de quoi elle criait partout. Et là, on se met à passer ces coups de fil qui n'ont pas de sens, appeler la famille, les tantes. Et tout le monde dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Et chacun pensait que je disais que c'est mamie qui est décédée. Ouais. Et parce que c'était le plus logique, finalement. Non, et parce que ma grand-mère aussi, on l'appelait Mama, qui veut dire maman. En fait, du coup, je ne sais pas si grand-mère existe. Oui, grand-mère existe, mais pas en appellation directe. On dit maman ou la mère de nous. Donc, pour beaucoup de gens, quand j'appelais, ils pensaient que c'était ma grand-mère qui était décédée. Et il fallait que je précise, non, maman Ruth. Quoi? Et ça criait dans mes tympans. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'appelle encore maman telle, maman telle, maman telle. En fait, on dit maman, on dit pas tata. Ouais. Et c'est là que tout a basculé. Et je me souviens, je me suis fait la promesse de... J'étais dégoûtée de ne pas avoir montré à ma mère tout ce qu'elle voulait, enfin, ce que je voulais lui montrer. Cette fierté de se dire, mes enfants ont réussi, ma fille est réussie, gna gna gna. Mais je me suis dit, je vais continuer ce qu'elle avait si bien commencé, prendre soin de ses enfants, donc mes sœurs, de moi-même, de ma grand-mère évidemment, et de mes fils, autant que possible, et que, voilà, aussi dur que ça puisse être, parce que c'est pas facile. Et il y a des jours, oh là là, j'ai envie de m'arracher la tête. Et je parle beaucoup à ma mère et je me dis, elle doit bien rigoler. Genre, te voilà maintenant. Ils font des crises d'adolescence. Bienvenue dans ma peau il y a longtemps. Et ensuite, je finis par trouver la solution. Et j'entends presque ma mère qui dit aux autres anges, parce que je crois qu'elle a un ange là-haut, elle leur donne des coups de coude en disant, vous voyez la fille en bas là, c'est ma fille. C'est China. Vous voyez celle qui est sur TV5 là? Si, c'est ma fille. Il y a vraiment ce côté où on a besoin de rendre nos parents fiers. Et je le dis beaucoup, je ne vis que pour rendre ma mère fière. Et je sais, même si le lien physique n'est plus, le lien est toujours là. Et je sais qu'elle voit, elle est dans voilà, tout ce que je fais. Et je l'explique comme ça à mes enfants, pour qu'ils aient un rapport à la mort qui ne soit pas trop
trop difficile pour eux. Je veux dire que c'est que la mort du corps physique. Mais la personne reste là, l'énergie est là. Quand je regarde deux de mes fils sourire, c'est exactement la dentition de ma mère, les lèvres de ma mère. Aujourd'hui, avec le temps, j'ai des membres de la famille qui me disent « C'est incroyable, tu as les mimiques de ta mère. » Mais même quand tu ris, je dis « Ah bon ? J'aurais pas vu. » Ils ne partent jamais. Ils sont toujours là quelque part. Et c'est vrai qu'en écrivant « C'est maman qui commande », c'était vraiment un hommage. C'est au départ un livre pour rigoler et puis se moquer de l'enfant roi, qui n'existe pas chez moi. Enfin, les fois de ma mère, oui, mais voilà. Pas sous mon autorité. Mais rendre hommage à ces mamans-là, qui portent, avec toute la dignité du monde, cette lourde tâche d'élever un être humain, de l'emmener autant que possible jusqu'à l'âge adulte, et d'être toujours ce lieu où on peut venir se reposer, trouver le réconfort, trouver la juste balance. Parce que maman, c'est quand même un métier fabuleux qui est craint par certains et certaines, qui est moqué par d'autres, surtout quand cette maman est seule. Mais c'est la plus belle chose, en tout cas, qui m'a été donnée de faire, et la plus difficile aussi. Tu disais que ton 3e enfant a été celui qui a été finalement le plus programmé, on va dire, planifié. Et du coup, comment ça se passe, cette programmation? J'aime pas dire programmation, mais c'est pas tellement ça. Mais là, il y a une volonté d'avoir le bébé. Ouais. T'as un désir d'enfant que t'avais pas finalement eu avant. Oui, non. Enfin, je savais que je voulais des enfants, mais j'avais pas prévu ces grossesses-là. Et là, il y a vraiment, je veux avoir un autre enfant parce que mes 2 aînés sont nés à 5 ans d'écart. Donc, quand l'aîné avait 10 ans, le deuxième à 5 ans, je me suis dit, ça commence à faire beaucoup, il faut essayer d'avoir un autre. Quelques années après la mort de ma mère, il y a un besoin d'avoir cet amour absolu. Je voulais combler, pas forcément le manque de la mère, mais voilà. Puis cette odeur de bébé, ces bonnes grosses cuisses, l'odeur de leur cou, ça me manquait beaucoup. Et là, ça vient pas. Et je me dis, quoi ? D'habitude, j'éternue, je suis enceinte. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? Et ça vient pas, et plus on est angoissé, stressé, plus le corps se bloque. Et puis, je fais une fausse couche, et puis c'est pas possible. Là, ça devient une expérience que je n'ai pas connue, ça devient douloureux. Ça devient inutilement honteux, parce qu'on n'a pas à avoir honte de ne pas réussir, en fait. À l'époque, je ne le savais pas. J'avais peur de dire aux femmes de ma famille, qui vont me dire « Mais comment ça ? Nous, on porte les grossesses normales, hein ?» Il y a même un adage qui dit chez nous « La grossesse n'est pas la maladie ». Façon de dire, on ne peut pas se plaindre « Ah, je suis enceinte, je suis fatiguée ». On va dire « Non, c'est pas la maladie ». T'es capable de faire le 100 mètres normalement, hein. T'es censé faire ceci, cela. On n'a pas d'excuses quand on est enceinte. Et finalement, il est arrivé. Et je n'ai jamais été aussi excitée de préparer une layette, mais je flambais mon argent dans des trucs de fou, un berceau en bois massif du Gabon, machin. J'étais tellement dans mon délire. Quand mon fils est né, mon Dieu, j'ai appelé je sais pas combien de personnes pour dire il est parfait. Puis je regarde les photos et je dis il n'était pas parfait quand il est né. C'est quoi cette histoire ? Totalement biaisé, mais bon, comme c'est le nôtre. Mais c'est la première fois que finalement je vivais pleinement ma maternité, que je ne partageais pas mon rôle de maman avec quelqu'un. Il n'y avait pas de mamie, il n'y avait pas de tata, il n'y avait personne c'était moi, mon bébé, la nounou qui m'aidait. Et la seule différence, c'est qu'il ne dormait pas sur moi parce que son père insistait pour qu'il dorme dans son berceau, dans sa chambre, pour qu'il fasse vite ses nuits. Et effectivement, à 2 mois, il faisait ses nuits. Et quand ma fille est arrivée 9 mois après, mon fils n'avait que 9 mois, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai dit quoi, jamais ? Moi j'ai besoin de 5 ans avec mon roudoudou d'amour, mon chéri coco, que c'est moi et mon dernier, quoi. Et je voulais pas, et je me souviens, son père disait oui, mais imagine t'es une fille. Je dis c'est faux, moi j'étais une maman de garçon dans ma tête. Les action man, tout ça c'était ma vie. Je me suis dit non, ça me dérange pas de n'avoir que des garçons, c'est bon, je veux vraiment pas. Et on va voir le gynécologue et tout, et je lui dis quelle est la probabilité que j'ai une fille. Il me dit on peut pas savoir en fait, c'est tout. Et je me suis dit, c'est pas possible. Mais j'avais un sentiment de trahison pendant 5-6 mois. J'étais pas contente d'être enceinte. Sur cette dernière grossesse, c'est hyper rapproché. Très. Puis surtout après avoir galéré un peu finalement pour avoir le 3e. Il marchait même pas. Et il voulait tout le temps sur... Je me sentais tellement coupable, comme si je l'ai abandonné. Je me suis dit, là, l'abandon n'est pas géographique, mais encore. Mais j'étais pas contente. Et arrive le 5e mois et demi, 6e mois, je sais plus. Mon gynéco est pas là, mais je dois quand même faire une visite. Et c'est une gynécologue assez sèche qui me reçoit. Elle fait, elle mesure la tête, les tibias, les machins et tout. Et elle sort comme ça, sans même nous demander est-ce que vous voulez connaître le sexe. Pour les garçons, ça se voyait toujours. Alors là, je voyais des énormes testicules à chaque fois. Je dis, ok, on ne peut pas se tromper. Et là, elle fait, je vais reprendre avec tout son accent et les termes exacts. Voici les lèvres du vagin. J'ai regardé son père, je dis quoi ? Qu'elle dise encore, voici la zézette, tu es horrible. En même temps, elle parlait comme un médecin. Et donc, ça veut dire que c'est une fille. Et là, tout a basculé. J'entendais comme
Ali Baba, là, quand ils arrivent... c'est quoi la chanson avec les animaux qui dansent, le carnaval dans Ali Baba, d'Aladin. Ah oui, avec le prince Ali sur l'éléphant, là, quand il va voir la princesse. C'était ça dans ma tête. Dès qu'elle a précisé, ben oui, Jean qui a un vagin. Je me fichais complètement qu'elle soit pas sympathique ou quoi. J'avais juste envie qu'elle m'enlève le gel sur le ventre. J'ai pris un billet d'avion dans les 48 heures pour Paris. C'est vrai. J'ai pris son frère et le dernier, il dit allez hop, on accélère le départ pour Paris parce qu'on venait tous les étés, Sempiternelle, Disneyland, machin, on va voir la famille et tout. Et là, en fait, j'ai attaché, je me souviens, mon deuxième qui avait 6 ans, du coup, je l'ai attaché à la poussette de son frère avec une corde, parce qu'alors il était hyper agité. Je dis, tu surveilles le bébé, mais il fallait me voir chez Aubert, d'étage de rayon en rayon, à ramasser tout ce qui était rose-violet, mauve, voilà, blanc peut-être, et puis tout le reste, je voulais rien savoir. Et je me souviens, il y a 2 dames qui m'ont croisé, me dit, ah madame, c'est votre première. Je dis, non, pas du tout, c'est ma première fille. Mais limite, je voulais rembourser mes enfants dans un magasin, les rendre en disant, les garçons, j'en veux plus. Mais c'était tellement surréaliste, j'allais avoir une fille. Et je l'avais tellement imaginé, me ressemblant, avec des boucles noires, machin. Et puis elle est sortie, c'était pas ça. C'est vrai. La déception. T'as ressenti une déception quand elle est sortie? Bah oui, je me suis dit, mais c'est elle pas... te ressemble pas. Mais c'est China la rêveuse, là. Ouais. Qu'est-ce que fait ces films? Mais j'avais imaginé un certain bébé depuis toujours, une mini-moi et tout. Mais c'était pas du tout cet enfant. Ouais. Et j'avais envie de dire, vous êtes sûr? Il n'y a pas... Vous n'avez pas échangé? Voilà. Il y a pas notre bébé, mais... ok. Et en fait, je me souviens qu'elle avait fait une infection du foie. Donc, on l'avait mise sous des rayons UV pendant les 2-3 premiers jours. Donc, j'étais pas beaucoup avec elle. Et du coup, le lien se faisait pas. T'as été séparée finalement à un moment, Toujours. entre guillemets, de chacun de tes enfants. Oui, quelque part assez tôt, oui. Et je le vivais pas forcément mal parce que j'arrivais pas à m'attacher à un bébé que je voyais pas forcément là. Et puis, en plus, le temps qu'on m'enlève le placenta et tout ça, on l'avait habillé, elle était avec son père. Et pour la première fois, j'étais en rivalité avec quelqu'un. Pendant que, pour les papas, les garçons, c'est les chéris de leur maman et tout. Mais il était là-haut, ma fille, ma princesse, ma précieuse. Et moi, j'étais là, allô, je suis en train de saigner ici, est-ce que quelqu'un me calcule? Et ils sont même montés dans la chambre en me laissant au bloc. Et du coup, j'étais un peu jalouse de cette petite fille qui avait rien demandé, hein, et qui, au passage, est ma fille, hein. Et le jour de la sortie, au 3e ou 4e jour, la pédiatre nous dit de patienter, il l'emmène, ils reviennent, non, attendez encore et tout. Ils nous disent, non, elle va rester, en fait, on va la mettre sous perfusion, elle fait une infection du foie. Je dis, pardon. Et en fait, elle était toute du jaune orangé, et je ne le voyais pas. Et qu'on lui fait des prises de sang. Là, j'ai commencé à pleurer. Et là, mon instinct maternel s'est réveillé. Ma fille. Et là, j'étais comme ma sœur. Gros sanglot que je pleurais. Elle avait une attelle pour tenir la perfusion. Et je la regardais là, dans sa petite couve, pauvre gnounoute. Et j'allais m'asseoir à me faire bouffer par les moustiques dans la salle. Qu'elle est au Gabon. Ouais. Et les moustiques, ils trouvent toujours un moyen de se faufiler quelque part. Et en fait, là est née cette crainte absolue qu'il lui arrive quelque chose un jour et que je ne l'ai pas prévenue, que je n'ai pas vu, que je n'ai pas empêché. Et on est sortis quelques jours après. Et quand elle est rentrée, c'était bizarre pour ses frères. Parce que c'est une fille, donc ils veulent tout voir. Genre, c'est une fille, c'est quoi? Ouais. Le dernier qui ne comprenait pas, parce qu'on a dû déménager son berceau pour aller dans la chambre d'amis. Et du coup, je me réveillais la nuit. Je me sentais tellement coupable, parce que la chambre d'amis était à l'autre bout de la maison. Et j'avais un bébé d'à peine 18 mois qui dormait seul. Des fois, j'allais m'allonger par terre au pied de son berceau sur le tapis à pleurer. Et puis les hormones, alors tout un là quand même. Et puis, ça passe vite parce qu'une petite fille, dès que ça fait glaglou, c'est une fille, quoi. Ouais. C'est tellement différent à bien des égards. Et je voulais une chose, c'est qu'elle soit traitée avec les mêmes règles, les mêmes principes que ses frères. Qui est pas comme c'est une fille, elle peut pas faire ci. Donc, elle a eu une liberté assez tôt de ton, de tout, même si c'était la dernière. Je voulais pas que culturellement, ce soit, ouais, nous, c'est les garçons, toi, c'est la fille, tu peux pas sortir, tu peux pas ci. Et je me souviens, à 4-5 ans, elle aimait porter ses tutus dans la maison. Et son frère, je sais pas, il devait avoir quoi, 13 ans, qui disait, ouais, mais elle va où habiller comme ça? Je dis, mais elle va où elle veut, espèce de taliban, elle fait ce qu'elle veut, tu crois encore? Ouais. Et tu la laisses vivre. Donc maintenant, elle a 13 ans. Et dans la BD, ce sont les 2 derniers, les personnages qui m'accompagnent. Parce que les grands m'ont dit, maman, même pas en rêve, tu nous mets dans ton truc, là? Non, non. Ah, puis ils sont adultes maintenant, presque. Oui, ils ont 20 et 24 ans. Il y a des histoires qui sont celles du 2e ou parfois du 1er que j'ai transposées à leurs frères, qui sont arrivés à peu près quand ils avaient les mêmes âges aussi. Mais aujourd'hui, Paloma est certes la dernière, mais elle s'impose
parce que la société est encore ce qu'elle est. Les femmes doivent se battre pour avoir leur place à une table. Moi, je lui apprends à, même pas aller chez le menuisier, aller couper son bois, prendre sa scie, construire sa table, lui dire, voilà, quelqu'un veut s'asseoir avec moi. Ma fille est très indépendante, elle sait ce qu'elle veut faire dans sa vie, elle a du répondant, peut-être un peu trop maintenant. Et mes fils me disent, voilà, t'as fabriqué un monde. Après, je crois que les chiens font pas des chats, comme on dit. Après, non, moi, petite, j'étais ça, je répondais pas aux grands et tout. Des fois, je dis non, Paloma, ça suffit. Ah non, maman, c'est pas possible parce que c'est quand même ton grand frère. Ah non, pas du tout, Paloma, c'est bon. Et son frère, il est gonflé, mais c'est là. Et comme ils savent, on peut pas la pousser, on peut pas la taper, on peut rien faire. Parce que c'est interdit, on violente pas les filles, on tape pas. Tu vois, maman, mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est possible. Qu'est-ce que maman t'a dit? Tu changes de pièce, tu vas respirer dehors. Si un jour ta nana, ta femme t'embête, tu changes de pièce, tu vas respirer dehors. Mais c'est vrai qu'elle est chiante, on peut le dire. On peut le dire. Et il y a un truc qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'avec tes deux premiers enfants, il n'y avait pas de papa dans le tableau. Oui. Alors qu'avec tes deux derniers, j'ai entendu plusieurs fois. Là, j'étais mariée et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y avait cette volonté de... Parce qu'on se dit, dès qu'on se marie, on va avoir des enfants, sinon on va commencer à te demander, oui, mais c'est comment pourquoi tu fais pas d'enfants, tout ça. Donc pour mes aînés, papa, c'était leur beau-père. Mais c'est pas... Pour être né vraiment dans une famille très matriarcale, ça ne change rien. Non. Parce que les mamans chez nous sont des mapas. C'est plus rare de trouver un homme qui va élever ses enfants seul, mais j'ai beaucoup de tantes qui ont élevé leurs enfants seuls, qui ont eu des enfants avant de se marier. C'est la chose la plus normale, en fait. C'est même limite, t'es moins embêté parce que quand t'as et le vieux et la vieille, tu vas à gauche, il y en a un qui va te saisir, à droite, il y en a un. Mais ça a toujours été quelque chose d'assez normal dans la manière dont j'ai grandi. Après, je suis content que mes enfants aient aussi expérimenté les choses un peu différemment, parce qu'une mère ne peut pas complètement être un père. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire comme un homme aurait fait. Je me souviens quand on s'est installé à Paris, j'allais au terrain de basket avec mes enfants. Moi, je disais, les gars, non, là, je suis essoufflée. C'est bon. Votre maman fait de l'asthme. Je ne vais pas jouer la mère cool qui va avec vous jouer au basket. Parce que les séries américaines où le papa, il joue au basket dans le garage avec ses enfants. Mais j'essaye de faire en sorte que mes enfants, mes garçons surtout, me parlent, même si c'est des choses qui peuvent les gêner parce que c'est des garçons. Et s'ils ne veulent pas, je force la conversation, notamment à table. Les préservatifs, l'ovulation, ça y passe. Tu as eu envie de faire une éducation sexuelle que toi, tu n'as pas eue ou que tu n'as pas voulu entendre, je ne sais pas. Non, qu'on n'avait pas. Là, c'était tabou, on ne pouvait pas dire ces choses. S'il y avait même un film où les gens s'embrassent, on dit fermez les yeux. Ah ouais, c'était tabou à ce point. À ce point. Mais Santa Barbara, Cruz et Eden, ça s'embrassait tout le temps. Donc, comment on va faire, nous? Et on veut voir l'action. Est-ce qu'on met la langue? Est-ce qu'on met pas la langue? Est-ce qu'on se cogne les dents? Du coup, on le fait la première fois comme des nazes. Mais non, la sexualité, c'était quelque chose d'extrêmement tabou. Je me souviens, je devais avoir entre 8 et 9 ans. Dans notre quartier, il y avait un couple de Gabonais qui étudiait à l'étranger, qui est venu en vacances. Et ils se tenaient la main dans la rue. Et les gens, il y avait des maisons du quartier qui criaient « allez faire ça là-bas, quittez-la !» C'est comme si un taré se promenait nu ou se déshabillait là dans le quartier. Et puis on lui dit « mais monsieur, habillez-vous, ça va pas, non ?» Et en fait, nous tous, on sortait. C'était tellement nouveau de voir des gens qui se tenaient la main. C'était des étudiants amoureux. Et eux, ça les amusait de titiller ce public un peu trop pudique. Et je crois qu'ils se sont fait des bisous dans le cou. Ma tante criait « ça c'est quoi? Allez vers ça loin, il y a des enfants !» Mais moi, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'ils faisaient de mal. Mais du coup, on grandit en développant ce référentiel, se toucher la main, s'embrasser, aimer, machin. On ne fait pas ça devant les gens, on ne montre pas, on ne dit pas, c'est trop la honte. Et en plus, petite, je me disais, mais quand tu regardes les films de mariage, on dit embrasser la mariée, mais comment je vais faire devant tout le monde? Et à mon mariage, je me suis dit, mes grands-mères ont toutes baissé la tête. C'est vrai? Il y a vu dans le film. C'est fou. Il y a une forme de pudeur exacerbée. Et avec mes enfants, non, devant eux, moi, je suis très démonstrative. Et puis, moi, jeune, et puis quoi encore, même si j'ai 80 ans, je laisserai mon chat me mettre la main à la fesse si je veux. Mais moi-même, je le suis aussi avec eux. Tout ce qui est bisous, papouilles, câlins, machin. Mais c'est pas que de parler de sexualité, mais de parler de choses importantes. D'amour, l'argent, épargner. De tout ce qui fait vraiment partie de la vie. De la vie, de cette transmission qu'on veut faire auprès de nos enfants pour les aider à voler de leurs propres ailes. Et qu'ils aient un rapport plutôt sain, finalement, avec ça.
Oui, j'espère. Ou qu'ils se disent pas, ouais, mais on n'a jamais parlé. Ouais. L'éducation financière, combien parmi nous l'ont reçu Il y en a très peu. au point d'avoir cette intelligence financière-là, où on va savoir que, en fait, quand tu as quelque chose, il y a au moins un petit pourcentage que tu épargnes et tout. Ma fille est très contente. Elle a reçu à Noël et à son anniversaire, elle est née en novembre, beaucoup d'argent. Et là, en moins d'un mois, elle a mis de côté 400 et quelques euros. Elle est tellement contente d'elle. Et elle va me dire, maman, tu me donnes juste 10. Je vais aller boire un bubble tea. Je crois que la semaine dernière, elle a voulu reprendre 20. J'ai dit, ah bah non, Palma, tu as dit, tu gardes. Elle fait, ok, bon bah d'accord, je garde. Donc tu rajoutes à mon compte épargnant et tout. Et je crois que hier, je lui ai piqué 50 euros de son pécule. Elle le sait. Non, je vais le rendre. Parce qu'en fait, l'argent est dans mon sac. Paloma n'écoute pas ce podcast. Non, n'écoute surtout pas ma chérie. Et maman est une bonne payeuse, je vais te le rendre. Ah, mais c'est hyper important. Enfin, c'est des sujets que, c'est vrai, tu as raison, qu'on n'aborde pas spécialement. De parler de tout et de rien, et de racisme, Ouais. Ils sont nés en Afrique, donc ils ne se sont jamais posé la question sur beaucoup de choses, mais papa est blanc, maman est métisse, ils sont carterons. Il y en a qui ont des têtes de quelque part entre italien, grec et algérien. Ouais. Ma fille, elle est blonde. Donc, ils se sont jamais poser la question de qui ils sont, mais c'est ici qu'on la leur a posée. Surtout qu'on était arrivé en mai, donc en milieu d'année scolaire. Donc on sait que tu es nouveau, mais tu arrives en plein milieu de l'année. On demande tu viens d'où? Je dis du Gabon, mais combien d'enfants d'école primaire connaissent un endroit dans le monde qui s'appelle Gabon? Ils disent c'est en Afrique. Ah, t'es africain? Et quand ils me disaient ça, je dis mais on ne dit pas ça. Est-ce que toi vous leur dis que vous êtes européen? Ouais, voilà, t'es gabonais, t'es français. Et mes enfants ne savaient tellement pas qu'ils étaient français que quand il y a eu le débat Macron-Le Pen, mais authentique, on dirait le sketch de Jamel Debbouze, ma fille me dit maman, mais si Marine Le Pen gagne, elle va nous chasser pour aller au Gabon. Je dis mais non ma chérie. Elle dit ah bon? Je dis mais non, vous êtes français. Elle fait c'est vrai? Je dis mais quoi, je savais pas. Et ma soeur qui me dit, en même temps, tu es tellement dans ton Wakanda tous les jours. Je dis, mais quand même, les enfants savent qu'ils sont français, papa est français. Et j'ai dû aller prendre dans la cantine les passeports, leur montrer, fait, ah d'accord, ok. Et les retourner jouer. Mais elle a eu un moment de doute comme ça en disant, on va nous jeter dans des bateaux. Ouais, mais étant née aussi au Gabon, enfin. Et surtout, maman est très, très, très gabonaise dans la manière de les élever, de parler, de cuisiner. Je voulais pas que le lien culturel soit rompu. Donc Paris nous donne tout ce que la France et Paris ont de très très beau à donner. L'école, Dieu merci, participe à cette éducation française que moi j'ai pas reçue. L'histoire de France, des fois quand on va passer à Lésia, ils vont dire oui, c'est ici qu'il y avait la bataille de qui? Moi je sais quoi. Ouais. J'en sais rien, moi. J'ai pas étudié François Ier. Je sais pas du tout. Moi, j'ai étudié Soundiata Keita. Tu connais, toi? Il me dit non. Je dis, bah là, le roi des Mandingues, l'Empire du Mali. Et eux, ils connaissent pas non plus parce que mon programme scolaire n'était pas forcément le même. Après, il y avait des choses qui se rejoignaient. Mais je suis très contente que l'école leur donne vraiment cette connaissance de l'histoire de France que j'ai pas. Évidemment, la cuisine, les restos, ils participent. On est des Parisiens, donc il y a une telle histoire dans la ville qu'on se promène. Bon, ça, c'est quand il fait beau. Donc, l'été, maintenant, ils boudent un peu plus à cause de TikTok et YouTube. Ils préfèrent rester devant l'écran. Mais plus petit, on se faisait tous les parcs. On allait au musée. Le musée de Dali, un peu... mais bon, ils étaient contents. On n'habite pas loin de Montmartre. Il y a tellement d'histoires dans Paris. Je me suis dit, c'est ma manière de leur donner aussi un peu de ça. Mais je ne peux pas leur donner quelque chose que je ne maîtrise pas tellement. Et cette vie en France le leur donnera de toutes les façons. Les copains, l'école, papa, machin. Et moi, je maintiens le lien avec l'Afrique parce que je sais qu'une double culture, c'est une énorme richesse. Il n'y a pas de complexe d'infériorité ou de supériorité à avoir du fait de venir de deux ailleurs différents. Et je serais extrêmement peinée. Et j'ai toujours ma mère à cœur. Si mes enfants étaient gênés, avaient honte de leur origine africaine, qui ne se voit pas, encore une fois, visuellement, mais quand ils parlent, ouh loulou, c'est des Gabonais. Hein. C'est vrai. Là, il y a la Coupe d'Afrique des Nations à la télé, des bagarres de quelle équipe, quelle bagarre. Donc eux, ils sont à fond, ils supportaient le Gabon, on nous a éliminés dimanche dernier. Maintenant, ils cherchent d'autres équipes à supporter. Bon, on va supporter la Côte d'Ivoire parce que vraiment, machin. Mais j'aime cet entrain pour cette autre partie d'eux aussi, qui ne vivent plus au quotidien. Et on va partir dans quelques semaines pour les vacances d'hiver en Côte d'Ivoire, justement. C'est pas notre pays d'origine, mais c'est la terre-mère. C'est cette cuisine, ces paysages, ces choses assez similaires. On veut aller au Sénégal ensuite, pour changer de, tiens, on va à Londres, on va en Italie, on va dans le sud, autre chose, pour qu'ils se nourrissent de tout ce que cette double culture peut leur apporter. Et dans la double culture, il y a pas double manière, mais la manière différente un peu d'aborder la maternité. Et c'est quelque chose que je tenais aussi à montrer dans la BD. Toutes les mamans du monde sont aimantes.
Toutes les mamans du monde sont patientes, et puis des fois elles perdent patience, pardon. Et puis il y en a, elles négocient pas avec les terroristes en couche, quoi. Ouais. Et je fais partie de celle-là. On n'en a pas parlé, et c'est vrai qu'on arrive au bout déjà, mais c'est vrai qu'on comprend en fait dans ton histoire, dans tout ce que tu racontes, pourquoi tu as écrit cette BD, pourquoi elle est sortie, et pourquoi c'est important pour toi, ces mamans qui commandent. En toute transparence, quand j'ai pris connaissance, moi, du titre, ça freine certaines personnes. Ouais, ça m'a donné un mouvement de recul parce que j'ai pas du tout cette vision-là. Oui. Mais je n'ai pas du tout la même histoire que toi non plus. Et je pense que c'est... comment dire ? Que ça joue en fait forcément beaucoup. Et à un moment, j'ai eu un moment de recul, je me dis mince, est-ce que j'y vais quand même ? En toute transparence, tu vois. Parce que je me suis dit, moi tu vois, je suis plus justement dans l'écoute. Alors, pas l'enfant roi, mais vraiment pas, parce que c'est un concept différent de ce que moi je pratique. Mais il n'y a pas de ces mamans qui commandent chez moi. Oui. Comment toi, tu l'entends, ce truc de ces mamans qui commandent ? Alors, moi, j'aurais voulu avoir une maman qui ne commande pas. C'est clair, c'est notre fantasme. Ou des parents plus cool. Mais avec les années, je me suis rendu compte que ces règles-là, comme à l'école, l'élève ne commande pas dans la classe. Dès que le professeur est rentré, ce sont les règles du professeur qui s'imposent. S'il dit sortez les cahiers, vous les sortez. Carnet de liaison, il y a des choses qui ne se discutent simplement pas en fait. Et cette autorité-là, je me souviens à l'école, nous, on n'avait pas les parents qui viennent engueuler le maître ou la maîtresse. Même si la maîtresse a mis un 0 injuste, parce qu'il donnait au maître ou à la maîtresse son statut d'enseignant, qui est le chef. Et les enseignants, devant le proviseur, et voilà, il y avait toute cette autorité, comme à l'église, le pape est au-dessus, et ainsi de suite. Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, où il y a des strates, et où chacun doit rester à sa place, et courir dans sa ligne de course. Et je pars du postulat que quand on est un enfant, on pense beaucoup savoir, surtout quand on a un enfant brillant, éveillé, qui lit beaucoup, etc. Et arrive ce âge, la préadolescence, l'adolescence, où les parents nous énervent, on les trouve cons, bêtes et tout. Et on pense qu'on a tout compris de la vie, mais en fait, on n'a rien compris de la vie. Et c'est peut-être aussi l'absence de ma mère qui fait qu'à beaucoup de moments encore aujourd'hui, bien que j'ai 40 ans, j'aimerais avoir l'opinion de ma mère, j'aimerais avoir la vie de ma mère. Et les yeux fermés, je lui ferai confiance, parce qu'avec le recul, ma mère ne m'a jamais trompée. Et elle a toujours eu à cœur, mon intérêt, même quand j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait, parce que je ne pouvais pas comprendre tout de suite, et peut-être parce qu'elle ne disait pas les choses. Donc mes enfants, à contrario, je les laisse exprimer, comme disait même ma fille, elle s'exprime même un peu trop, mais ils savent aussi, quand je dis non, en fait, c'est pour leur bien. C'est pour leur apprendre que même dehors, il y a des règles. Sinon, demain, je me retrouve devant un juge. Je vais répondre au juge comme je veux. Non. Dans une salle d'audience au tribunal, le juge est le chef. Les avocats, le procureur savent. Et j'ai vraiment grandi avec cette notion de strate à respecter et dans une maison. Et je leur dis, quand vous aurez votre chez vous, vous ferez ce que vous voulez. Moi, je ne viendrai pas commander chez vous. Mais tant que vous vivez chez moi, les règles sont les miennes. Si je dis pas de télé, il n'y a pas de télé. Si je dis c'est l'heure des devoirs, c'est l'heure des devoirs. On peut négocier, oui, mais moi, je file l'épisode, machin. Si je dis tu rentres pas après 21h, tu ne rentres pas après 21h. C'est parce que je suis persuadée que dehors, il n'y a que des emmerdes. Dehors, il peut se passer quelque chose. Et surtout, je ne suis pas tranquille si mes 4 ne sont pas au même endroit. J'ai juste l'impression que j'ai un foie qui est un bout, le cœur est là-bas, l'intestin est là-bas. Et tant que j'ai pas tous mes enfants dans mon champ de vision, je ne suis jamais vraiment tranquille. Et cette confiance-là qui va faire que les parents nous lâchent, finalement, on la gagne. Ouais. Et je l'ai gagnée sur le tard avec ma mère. Et puis, finalement, je n'ai même pas eu l'occasion de lui montrer que c'est vrai, ce qu'elle dit. Bon, je ne suis peut-être pas d'accord, mais je comprends que c'est dans mon intérêt. Les parents qui fixent des limites aux enfants leur apprennent à respecter aussi les limites de la société dehors. Et un enfant qui n'a pas de limites fixées assez tôt, même la maîtresse, quand elle va dire non, coloris, on ne déborde pas. Ok, on va dire c'est artistique s'il veut déborder. Mais oui, mais c'est pour lui apprendre, c'est une question de motricité aussi. Il n'y a aucun mal à dire à un petit être, ça l'aide à se former. Et ça évite des débordements qui peuvent arriver aussi, même si les parents étaient fermes. L'un des déclencheurs de l'écriture de cette BD aussi, c'était l'émission Pascal le Grand Frère, qu'on a découvert au Gabon. Et nous, on l'a regardé avec mes enfants, on disait « mais c'est quoi ces enfants mignons ?» Et je me suis dit, mais maman, pourquoi on ne vient pas te chercher pour faire Pascal le Grand Frère ? Et je dis, mais ça va commencer où d'abord ? Ouais. Et mes enfants font des petites crises aussi, mais c'est vrai, quand on regarde Pascal le Grand Frère avec des amis, on dit, mais donnez-le nous 2 jours. Il va rentrer en filant droit. Donc c'est culturel, où l'aîné reste l'aîné, et le droit d'aîné, c'est quelque chose qu'on ne discute absolument pas. C'est une forme d'éducation qui est peut-être un peu vieillotte, et en même temps, je suis le genre de parent à plaider pour qu'on laisse la parole aux enfants. Si mes enfants ont droit à la parole,
comment dire ça, mon autorité va toujours prévaloir jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et s'occupent d'eux-mêmes. Et d'ailleurs, l'aîné le dit assez bien au petit en disant c'est pas la peine de trop discuter. Fais ce que maman dit, tu gagnes en paix. Lui, c'est celui qui a le moins de problèmes. Alors là, lui discute pas. Oui, maman, je vais le faire et tout machin. Et tout le monde me dit c'est incroyable. C'est ton aîné le plus sage. Je dis non, c'est le plus malin. Les autres, ils sont bêtes en fait. Tu vas leur dire 47 fois la même chose et ils vont pas comprendre que la sanction va tomber pareil. Et t'es privé de téléphone. Parce que voilà, jusqu'à 22h43, tu t'es sous la couette, sous TikTok. Non. Et c'est pas pour t'embêter ou te pourrir la vie, mais t'as besoin de sommeil, de dormir. Mais j'ai pas à le répéter à mon enfant. J'ai dit, c'est non, tu me donnes le téléphone. Ah oui, mais c'est mon cadeau de Noël. J'ai dit, c'est moi qui ai payé. Et c'est mon wifi. Et c'est ma maison, et c'est mon lit, et c'est mes draps, et c'est mes tout, donc tu donnes. Non, mais en fait, ce que je retiens, et finalement ce qui nous rejoint, parce que tu vois, ce qui était important pour moi dans cet épisode, c'est d'aller trouver ce que d'apparence nous éloignait, ce qui nous rejoint. En fait, ce qui nous rejoint, c'est toujours l'amour et c'est toujours cette importance du cadre parce que même si j'ai du mal avec la phrase « c'est maman qui commande », chez moi, il y a un cadre, tu vois. Mais elle vient de, souvent, pourquoi Et souvent, les parents disent « parce que ». Et en fait, quand on ne sait plus quoi dire après le parce que, moi je leur dis parce que c'est maman qui commande. Mais voilà, oui, et puis même, quand bien même, il y a toujours une raison. D'ailleurs, ce que tu dis, tu laisses la parole à tes enfants. Moi, je trouve que c'est hyper important de le faire, et moi aussi, je le fais. Mais aussi de donner une raison. Et c'est de toujours dire les choses. Questionner la raison de la raison de la raison. Oui, ça, oui. Ouais, bien sûr. Mais et ça commence à 2-3 ans. Mais pourquoi c'est noir ? Mais pourquoi c'est tombé ? Mais pourquoi mon Dieu, j'ai envie de faire pipi. Est-ce que tu peux t'arrêter ? Ça finit jamais. Donc oui, dans des situations qui sont un peu conflictuelles, à expliquer. C'est mon terminus. Je dis voilà, c'est maman qui commande. Je crois qu'il y a un moment, de toute façon, on va tous. Et c'est là qu'ils savent. Bon, c'est plus la peine. Okay, c'est tout, il n'y a plus d'argument. Et ça va être soit je vais chercher un autre adulte pour négocier. J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai dit ? Et ça, c'est vraiment la dernière limite, c'est la ligne rouge. Mais ils vont franchir la jaune, la vert foncé. Mais je pense que c'est normal, toi aussi tu l'as fait, tu vois. Ah non ? Oh là là, avec ma mère, non. Je faisais des choses en cachette, en priant pour qu'elle ne découvre pas. Mais je ne pouvais même pas dire mais. Ça n'existe pas chez nous de dire mais. Et je me souviens, quand mes enfants vivaient au Gabon, on a d'autres enfants qui sont venus en vacances, ils venaient de France. Et je leur avais dit de débarrasser la table. Ils savent qu'après manger, il faut débarrasser. Et ma nièce, qui vit au Gabon, était venue passer le week-end avec nous également. Donc ma nièce, elle était dans le bain, elle faisait comme les autres, ça répond un peu, etc. Et j'ai dit, ouais, non, mais les filles, les grandes, allaient débarrasser. Ah. Et je me suis dit, mon deuxième a dit, quoi ? Tu as dit oh, t'as dit oh à maman. Non, on fait oui maman en fait. Tu débarrasses et puis on vous fiche la paix, vous allez jouer. Et puis tu passes à autre chose. Et on passe à autre chose. Voilà. Et je me dis mais il y a que les enfants bêtes qui vont se mettre dans les embrouilles comme ça. Et j'ai pas été plus offensée que ça. J'ai dit non, si vous débarrassez la table, ensuite vous allez jouer. Et quand sa mère m'appelle pour savoir si tout se passe bien, je dis oui, non, très bien et tout. Mais tu vas pas me croire, Rosalie, quand j'ai dit aux enfants de débarrasser tout à l'heure et tout, ceux qui viennent de France, là, ça boudait un peu. Et Cassie, elle est rentrée dans ce syndicat des enfants qui répondent un peu. Et elle a fait, elle me dit quoi ? Elle a dit quoi ? Passe-la moi au téléphone. J'ai dit, mais non, Rosalie, elle me dit, passe-la moi. Et je me souviens de voir ma nièce qui se voûtait progressivement. J'entendais la voix de sa maman hurler à travers le téléphone. Mais pour ma cousine, c'était l'offense suprême. Tu as manqué de respect à ta tante. Comment tu peux pas ta tante ? Ça veut dire quoi ? C'est toi qui t'as montré aux autres enfants que c'est ma tante, je la respecte. Tu fais ton sac tout de suite. Et le week-end, c'était courté comme ça. J'étais là au téléphone. Non, Rosalie, mais ça me dit, je viens la chercher. Et ma nièce, pour un petit truc. Donc, c'est à ce point qu'on ne pouvait pas répondre. Mais alors là, dans le cœur, oui, on répondait bien. On les insultait bien dans la tête et dans le cœur. Et en priant pour qu'aucun mot ne nous échappe. Mais on ne pouvait pas le verbaliser. Toi, tu laisses tes enfants verbaliser ? Ils s'expriment, mais ils ne peuvent pas me manquer de respect. Non, ils s'expriment. Ils répondent, ils disent, ils questionnent, etc. Mais ça ne va pas être mince, ça ne va pas être merde. Ça va pas être... bien sûr. Je pense une fois, il y en a un qui a dit, vas-y. J'ai dit, vas-y. À qu'est-ce que tu dis, vas-y ? Mais c'est un réflexe, ça sort comme ça. J'ai dit, plus jamais tu me dis, vas-y, tu as compris ? Je dis jamais. Est-ce que tu as bien compris ? Et moi, je ne laisse pas. Je me dis, non, il faut lui mettre un coup de pression. Tac, tac. T'appelles 2, 3 tata, machin. Quoi ? Passe-le-moi. Allô ? D'où t'as dit vas-y à ta mère ? Pour qu'ils comprennent, en fait. Et chez nous, on dit qu'un enfant n'appartient pas à celui qui l'a mis au monde, mais à ceux qui l'élèvent. C'est ça, c'est ce qui est hyper marquant dans ton discours et dans ton histoire, c'est qu'il y a vraiment une communauté. Vous avez une famille, qui est notre enfant. Et ça a un vrai sens. Le mot famille a un vrai sens. C'est pas juste la tante que tu vois une fois tous les 3 mois dans un dîner. Ça peut être une amie de notre maman. Hein. Oui, aussi. C'est pas forcément des liens du sang, en plus. C'est parfois la raison pour laquelle les gens disent « Ah, mais vous voulez faire des Africains ?» Tu dis « C'est ma cousine. » Ben oui, c'est ma cousine. Mais en fait, c'est pas ta cousine. Mais c'est ma cousine parce que c'est la fille de l'amie de ma mère qui est censée être une tata. On peut pas dire autrement. J'ai même des amis de ma fille, une fois, elles étaient venues pour une après-midi goûter. Et puis elle, une d'entre elles m'a appelée par mon prénom. Ma fille a bondi tout de suite. « Hé, t'appelles pas ma mère China, hein ? Tu l'appelles madame ou tata ?»
Elle dit, bon, tu peux m'attendre. Elle dit, mais si, mais elle a l'âge du tatata, parce que ma fille ne peut pas appeler une de mes amies. Non, elle va dire madame, si c'est dans le cadre du travail, ou tata-tel. Ça n'existe pas. On n'appelle pas un adulte par son nom. C'est monsieur, madame. Il faut cette révérence-là qui fait que, oui, ils ont beau vivre à Paris, il y a des codes qui ne leur échappent absolument pas. et d'ailleurs, on avait toujours cet oncle qui vient déjeuner et qui va scanner, inspecter tout le monde, surtout si t'as mis ta... Toi là, tu travailles bien à l'école ? Ah, c'est bien. Toi là. Et là, les mamans, elles cafetaient. Ah, mais lui là, il fait comme ça. Et tu te dis, mon Dieu, ça va tomber sur moi. Et il dit, ok, tu me l'envoies au week-end chez moi. Et on savait que les tontons militaires, c'est à la dure chez eux. Faut se lever à 6h, faut machin, faut ci. Mais je me rends compte d'à quel point c'est un plus. C'est un bonus. Et mes enfants savent que je suis typiquement cette maman parce que même dans la rue, si je vois un enfant qui fait une scène à sa maman, et dans la BD, il y en a une comme ça, cette petite fille qui veut forcer sa mère à lui acheter des Kinder alors que visiblement sa mère n'a pas assez d'argent. Et mes enfants la regardent en disant maman va intervenir, ma pauvre. Et je suis intervenue. Et la mère m'a remercié du regard sans avoir besoin de parler. Et la caissière m'a dit bravo, c'est comme ça. J'ai dit je sais. Et j'ai calmé la petite Zoé. Qu'est-ce qu'elle a dit ta maman ? Tu demandes pardon à maman, tu poses les Kinder et tu arrêtes de faire la scène. Elle n'a plus parlé. Et mes enfants qui m'ont regardé genre, c'est pas notre mère, mais c'est notre mère. Et on n'a pas honte d'elle, mais on a honte d'elle. Et t'avais des gens dans les caisses d'à côté, entre ceux qui étaient un peu offusqués, qui disaient, mais enfin, c'est pas son enfant. Mais chez nous, non. On fait une bêtise, c'est la voisine d'abord qui va nous chauffer. Elle dit, attends que ta maman va venir, on a envie de prier, mon Dieu, ma mère va m'en rajouter. L'enfant n'est pas, c'est pas un électron libre. En fait, on va toujours faire tampon, qu'il aille à gauche ou à droite. Il y a toujours quelqu'un pour l'entourer. Toujours. Et ça ne peut pas être que le travail des parents. Et malheureusement, les limites, les enfants ne les connaissent pas. Et c'est pour ça, je pense que la meilleure limite, c'est ce commandement qui dit non, c'est terminé. Si on leur disait « fais-moi confiance, c'est pour ton bien », ils s'en ficheraient complètement, ils ne comprendraient pas. Mais les années, le temps m'ont montré que très souvent, les parents avaient raison. Des fois, ils se trompent aussi. Et puis, il y a des parents toxiques. Mais très souvent, ils avaient raison. Mais on n'est pas patient quand on est jeune, quand on veut quelque chose, quand nos copains l'ont. Et puis parfois, on n'est pas à la place de nos parents pour savoir qu'ils peuvent peut-être pas matériellement, ils peuvent pas financièrement, ils peuvent pas intellectuellement, mais ils peuvent pas nous expliquer non plus qu'ils ne peuvent pas. Et ils vont juste nous dire non. Merci China. Merci à toi. C'était un super moment, j'ai adoré. Du coup, si on veut te suivre un petit peu sur les réseaux, tu disais que tu travailles sur les réseaux, par où ça se passe ? Instagram, China Donia. Facebook également. Et pour ceux qui veulent découvrir cette BD, en fait, on ne l'a pas vraiment dit, mais elle est drôle plus qu'autre chose. Elle est drôle. Elle est très humoristique. Elle est disponible sur Amazon et à la Fnac, dans une sélection de Fnac à Paris et sur la Fnac en ligne. Je tenais vraiment à partager aussi cette expérience de cette maman afro-parisienne qui élève ses enfants finalement comme toutes les autres mamans, leur voulant du bien, en étant parfois fatiguée, un peu moins patiente que d'habitude. Et à ce moment-là, c'est le non la seule réponse. Merci. À bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, tu vas en mettre 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 3 février 2022, Mademoiselle Lahaye écrivait « Des épisodes toujours très agréables à écouter et plein d'infos et de good vibes. Merci !» Merci à toi, Mademoiselle Lahaye. Je suis vraiment hyper touchée par ton message. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi. Ce sera génialissime aussi. Et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi autour d'un café.